Bonjour à tous, dans cette vidéo d'architecture nous allons parler ensemble de mémoire. Comme vous le savez tous, nos systèmes informatiques ont de plus en plus évolué, se sont complexifiés et nous sommes très rapidement arrivés sur des systèmes dits multitâches, multiprogrammation, donc des systèmes sur lesquels nous pouvons exécuter plusieurs programmes, plusieurs instances et même de programmes sur un seul et même système, d'accord, avec tout un tas de tâches qui tournent en même temps et pas seulement une seule tâche à la fois sur le système d'exploitation. Alors tous ces programmes, toutes ces fonctionnalités demandent énormément de ressources et ont demandé de plus en plus de mémoire. Pour pouvoir combler à quelques problèmes éventuellement matériels, des défauts matériels, c'est-à-dire un manque de mémoire présent sur l'ordinateur, de nouveaux mécanismes ont été mis au point, et notamment la mémoire virtuelle. Alors la mémoire virtuelle, ce n'est pas seulement, il ne faut pas le voir en tout cas un autre type de mémoire, mais réellement comme un procédé, d'accord? C'est un dispositif et non pas quelque chose de, par exemple, qu'on va retrouver dans le matériel ou simplement un programme, d'accord? C'est un dispositif qui est mis en place par un certain nombre de composants au niveau de votre ordinateur et qui permet de mettre tout cela en place. On va regarder ensemble, je vous ai fait évidemment quelques schémas pour illustrer tout ce que j'ai à vous dire. On y va. Donc la mémoire virtuelle, comme je l'ai indiqué clairement ici, en tout cas j'essaie de faire quelque chose d'assez simple, c'est un dispositif d'adressage fictif, entendre d'adressage virtuel, d'accord? On aura des adresses virtuelles qui va permettre à nos programmes, d'accord, de disposer d'un espace mémoire qui est isolé, c'est-à-dire un espace mémoire qui leur est propre, d'accord, qui ne va pas venir empiéter sur les autres, et qui va permettre surtout, et c'est là que ça va être intéressant, un contrôle des accès à la mémoire physique. Pour ceux parmi vous qui font de la programmation, quel que soit le langage, mais peut-être même plus pour ceux qui font de la programmation en C, en C++ ou dans ces langages-là, on vous a très souvent dit, d'accord, par exemple, quand vous faisiez ce genre d'instruction, d'accord, en déclaration de variable, on lui affecte une valeur, etc., éventuellement l'indication d'un type pour les langages qu'il nécessite, et très souvent, les gens prennent l'habitude ou pensent qu'ici, ils vont stocker un entier, donc là j'ai pris l'exemple de 145, dans les mémoires de l'ordinateur, d'accord? C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, je déclare une variable, ça va stocker cette valeur-là dans la mémoire. En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, vous n'avez pas directement accès à la mémoire physique. Il y a le procédé de mémoire virtuelle qui est mis en place par rapport à ça, et finalement, c'est cette interface que vous avez en fait de votre côté. Vous n'avez jamais directement accès à la mémoire physique. On va bien sûr détailler un peu tout ça, parce que vous voyez que il va falloir comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elle nous permet finalement d'arriver quand même au bout d'un moment à la mémoire physique. Il faut bien qu'on ait des données enregistrées pour que le programme puisse fonctionner et tourner convenablement. Donc ça, voilà, c'est un premier point pour ceux qui se posaient encore la question. Alors pourquoi je tenais à l'indiquer dans cette vidéo, très important, parce qu'on a souvent des gens qui pensent qu'en programmant par exemple en C, en C++, ce sont des langages de programmation qui vont leur permettre de gérer la mémoire, ce qui est évidemment faux, maintenant je pense que vous le comprenez très rapidement, et qui vont permettre simplement de voir comment la mémoire fonctionne, ce qui est faux aussi, puisque vous n'êtes absolument pas en train de modifier la mémoire. D'ailleurs, même si vous programmez en langage d'assembleur, en réalité, vous n'avez pas forcément une réelle gestion, vous n'êtes pas vraiment en train d'accéder à la mémoire non plus, d'accord? Parce qu'un programme écrit en langage d'assembleur sera également un programme, donc il aura accès à sa mémoire à lui, il n'aura pas directement accès à la mémoire physique. Il y a bien sûr des cas particuliers sur certaines architectures, mais on va dire que sur vos ordinateurs actuels ou même sur les architectures mobiles, on travaille plus du tout dans ce mode-là, on travaille dans des modes protégés, dans des modes isolés. Donc à moins de travailler directement sur les circuits, où là effectivement vous seriez en train de gérer via les différentes unités la mémoire telle qu'elle est, d'accord, sur le bus d'adresse, mais sinon vous êtes déjà dans une couche d'abstraction à partir du moment où vous êtes en train d'utiliser un langage de programmation. Donc vous n'êtes pas en train de gérer la mémoire telle qu'elle. La mémoire virtuelle, pour schématiser, ce que vous comprenez que ça fait appel à plein de procédés plus ou moins compliqués, le meilleur moyen de les faire assimiler évidemment c'est de schématiser au maximum. On va représenter donc nos différents programmes par des processus. Je reviendrai un peu sur le terme de processus par la suite. Alors, on va pas faire une vidéo sur ce qu'est un processus précisément, mais on reviendra un petit peu dessus par la suite. Considérez que ce sont vos programmes, d'accord? Chaque fois que vous avez un programme qui est chargé, vous obtenez un processus. Ça c'est un programme, ça c'est un programme, d'accord? Et ils possèdent chacun, d'accord, leur mémoire virtuelle. Et à partir de là, on revient sur le schéma, pour le moment je vous dis pas quoi, qui va nous permettre évidemment, à un moment donné, d'une certaine manière, de faire la liaison avec la mémoire physique. Parce que forcément, on comprend bien qu'à un moment donné, ou en tout cas de manière indirecte, quand on a ça, il va bien falloir que cette valeur, à un moment donné, elle se retrouve en mémoire physique. Sinon, la mémoire physique, pourquoi on en a? En ce moment-là, on pourrait dire, la mémoire RAM qu'on a sur les ordinateurs, on l'enlève complètement, le composant ne sert à rien, et on se contente d'utiliser un procédé de mémoire virtuelle. Et on travaille sur des mémoires de masse, comme le disque dur par exemple, mais on va en reparler aussi. Donc évidemment, il y a à un moment donné une liaison qui est faite, une traduction aussi, et on va en parler plus dans le détail.
Au niveau de cette mémoire virtuelle, puisque je dis que c'est un procédé finalement, donc ça va permettre d'avoir en fait un espace propre à chaque processus, donc chacun de nos programmes, d'accord. Vous voyez que chacun a vraiment son espace à lui, hein. On n'a pas par exemple une mémoire virtuelle pour ces deux processus, puisqu'ils sont deux instants différents, donc ils ont chacun leur espace isolé, leur espace distinct, et on va retrouver en fait une certaine place, d'accord, un certain espace, selon l'architecture que vous avez, et plus exactement selon le nombre en fait d'adresses que vous avez de disponibles. Alors pourquoi je dis ça? Parce que selon certaines architectures ou certains processeurs, vous avez par exemple des processeurs 16 bits, et en fait vous pouvez adresser beaucoup plus que ce que devrait normalement permettre leur architecture. Donc il faut surtout regarder en fait au niveau du nombre d'adresses disponibles sur ces différentes architectures pour être sûr. Alors on est quand même sur des valeurs assez standards maintenant, parce que généralement, quand vous êtes sur des architectures 32 bits, vous allez en fait avoir des mémoires virtuelles, donc des espaces de 4 GIO. Alors j'ai fait une remarque parce que sinon je sais que des personnes ne vont pas forcément comprendre. Comprenez que quand on parle de gigaoctets par exemple, on multiplie par 1000, d'accord? Ça concerne 1000 mégaoctets. 1 mégaoctet c'est 1000 kilooctets, 1 kilooctet 1000 octets. Quand on est en informatique, puisqu'on travaille encore une fois sur des valeurs binaires, et ça vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous pouvez aller voir des vidéos de cette playlist architecture sur notamment les différents bases, hein. Je vous ai parlé notamment de systèmes de numération, on a parlé du binaire, de l'hexadécimal, etc. Et ici on va plutôt parler de ces valeurs-là. Parce que par exemple, pour former un MIO, donc un mi-bioctet, ça va en fait valoir 1024 KIO, donc kibioctets. D'accord, on travaille toujours sur des valeurs comme ça, parce qu'on fait en fait on travaille sur des puissances de 2, donc on ne tombe pas sur des valeurs qui sont simplement des puissances de 10, où on a 1000, 1 million, etc. Donc ça, il faut vraiment le comprendre et vraiment être capable de faire ça. Les conversions sont très simples, hein. Si vous voulez par exemple savoir combien fait un TIO, donc un TB-octet en JB-octet, vous multipliez par 1024 au lieu de multiplier par 1000, tout simplement. Donc pour des architectures, donc ici sur en tout cas des espaces adressables de 32 bits, on va retrouver des mémoires virtuelles, donc des espaces mémoire, des plages mémoire, jusqu'à 4 GB octets. Donc notamment en commençant de l'adresse 0 à l'adresse ici qui concerne donc la valeur complète. Donc là vous avez normalement 8, j'en ai pas oublié j'espère, oui, vous avez 8, parce que tout simplement, si vous faites ici 2 puissance 32 moins 1, voilà, vous obtenez cette valeur-là. Ensuite, alors là on est en valeur octet, d'accord? Si on veut obtenir les kibioctets, on va diviser par 1024. Ici on obtient les kibioctets. Si on veut passer en mi-bioctet, pardon, on redivise par 1024, hop. Et ensuite pour les gibioctets, vous voyez qu'on tombe sur 3,9999, donc arrondi ça donne 4. C'est pour ça que l'espace ici en 32 donne ceci. Donc voilà, vous comprenez que ce ne sont pas des valeurs choisies au hasard, n'importe comment, c'est vraiment par rapport ici au nombre de bits que nous avons. Alors si on utilisait le même type de calcul ici pour une architecture 64 bits, on tomberait sur 16 exibits, voilà, exibit-octets, d'accord? Ça ferait quelque chose de très grand. Sauf que, je pense que vous avez bien compris, vous n'avez a priori aucun programme à l'heure actuelle qui nécessiterait d'autant de mémoire. Donc ce qu'il faut savoir, parce que ça c'est très important aussi, c'est que les constructeurs d'architecture 64 bits proposent des unités d'adressage de 64 bits. Ça, on est d'accord. Donc c'est-à-dire quand vous avez acheté votre processeur, ou en tout cas un ordinateur avec un processeur 64 bits, on ne vous a pas arnaqué sur la marchandise, on est bien sur du 64 bits. Mais, étant donné que cela coûterait énormément en fait de rendre l'espace disponible à 64 bits aussi, d'accord, en termes de coût, en termes simplement on gâcherait en fait de la mémoire parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'espace. Vous imaginez que c'est absolument énorme, hein, 16, voilà, on est dans le hexaoctet, donc on est vraiment sur des valeurs extrêmement grandes. On n'aura pas encore besoin avant très longtemps d'autant d'espace. C'est pour ça que finalement, tous ces systèmes-là se proposent un espace en fait d'adressage de non pas 64 bits en réalité, mais de 48 bits. Donc là, on revient finalement avec 2 puissance 48 ici. Et là, vous faites toujours pareil, donc moins 1, c'est important, il faut bien enlever ici. Et après, quand vous divisez à chaque fois par 1024, divisé par 1024, encore et encore. D'accord? Et on tombe sur 255, quelque chose, donc 256 TB-octets. Voilà, donc ça c'est très important aussi, parce que ce sont des valeurs qui sont importantes. Donc ça fait énorme, hein, ça fait énormément, on a plus de 60, ça fait plus de 60 000 fois l'espace que vous avez sur une architecture 32 bits, donc autant vous dire qu'on a largement de la marge, et avant d'arriver sur des systèmes voilà, qui dépasseraient ou qui auraient besoin de plus de mémoire que cela, c'est énormissime. Alors là, normalement, vous vous dites sûrement que,
Alors ça, bon, l'architecture 32 bits, vous dites 4 Go d'espace, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un programme qui est chargé, il a en fait un espace mémoire pour lui de 4 Go. Vous dites, bon, on peut parfaitement comprendre aujourd'hui, hein, au moment où je fais cette vidéo, on est en 2021, vous avez peut-être sur votre ordinateur déjà 8 Go de RAM, 16 Go, 32 Go même, voire peut-être même 64 pour les plus gourmands. Donc on arrive à bien se représenter les choses. Par contre, quand on est là, d'accord, même si au lieu de parler de tébioctets, on mettait simplement en téraoctets, même si on mettait à 256 téraoctets, on se dirait, mais qui a 256 téraoctets de RAM sur son ordinateur? Et là, vous vous rendez compte un petit peu de la quantité énormissime que ça demande. Mais c'est l'espace que vous pouvez disposer. Donc là, normalement, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, ces espaces virtuels, donc ces plages mémoire, en fait, elles peuvent être largement plus grandes, d'accord, elles offrent en fait un nombre d'adresses largement plus important que la mémoire physique que l'on peut avoir. Donc encore une fois, la mémoire physique, c'est votre mémoire RAM, d'accord, la mémoire vive. Et bien c'est justement l'avantage de ça. C'est-à-dire que ces plages mémoire, elles peuvent être supérieures en fait à la mémoire physique. C'est là tout l'intérêt. D'accord, c'est-à-dire qu'on a des fois des programmes qui sont beaucoup plus importants, alors surtout quand on n'a pas par exemple beaucoup de mémoire vive, et ce système permet en fait de disposer d'une mémoire plus importante encore que la mémoire physique. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant un programme a véritablement besoin d'une mémoire supérieure à la mémoire en fait centrale, donc la mémoire vive? Et bien simplement il va passer par un autre périphérique, un autre composant. Il va utiliser la mémoire, et si la mémoire vive est saturée, d'accord, la mémoire physique, il va tout simplement passer sur de la mémoire de masse, notamment votre disque dur. Et votre disque dur, même s'il est plus lent, il pourra dépanner quand même et servir aussi d'espace de stockage. Et là, forcément, quand on parle de 256 téraoctets, alors attention, ça reste énormissime, mais vous allez comprendre aussi quel est le mécanisme derrière. On arrive déjà un peu plus, imaginer, à d'avoir des disques durs qui sont en tébioctets. D'accord, c'est des choses beaucoup plus, même en 2021, qui sont beaucoup plus logiques pour nous. On le comprend plus facilement. Là où on se dire de la mémoire RAM de 256 Tera, TB, même pour être exact, là forcément, je pense pas que vous ayez ça sur votre ordinateur. Et on ne l'aura pas en tout cas pendant un moment, parce que ça fait des valeurs, comme vous l'avez vu, très grandes. Si vous faites à la calculatrice, 2 puissance 48, et vous verrez les valeurs maximales que vous avez. Donc c'est très grand, ça fait énormément d'adresses disponibles. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, parce que je vous parlais tout à l'heure que c'était isolé, c'est que vous voyez, en fait, on va toujours commencer. Alors, bien sûr, il y aura une particularité, ce qu'il faudra vous en parler, mais en gros, chaque processus, donc chacun des programmes chargés, aura son propre espace. C'est-à-dire qu'il ne va pas besoin de savoir comment est faite la mémoire physique, d'accord, ou qu'est-ce qui éventuellement est utilisé par la mémoire physique. Donc, déjà, on va avoir en fait, et c'est ce que j'ai indiqué, chaque processus avec sa zone mémoire, une isolation complète au niveau de la mémoire. C'est comme si votre processus, quand il est chargé, donc quand il est en train d'être exécuté, eh bien, possédait en fait toute la mémoire de l'ordinateur juste pour lui. Et même finalement beaucoup plus que ce qu'elle est vraiment physiquement. Parce qu'on vous l'a dit que vous avez un espace qui peut être, dans certains cas, bien supérieur à la mémoire physique. Et c'est là tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'ici, on va largement simplifier en fait tout ce qui est accès à la mémoire, puisqu'au lieu d'essayer d'avoir un accès réel, c'est-à-dire à la mémoire physique, donc d'essayer de seulement se rendre sur des espaces mémoire qui sont libres, et de ne pas toucher par exemple à des espaces mémoire utilisés par d'autres processus, parce qu'imaginez on pourrait avoir donc des processus en fait qui se chevauchent, donc par exemple le processus P1 qui essaie d'accéder à des données en mémoire vive, enfin physique, et pas de bol, cette partie de la mémoire physique, elle est déjà utilisée par ce processus-là, ou même elle est utilisée par votre système d'exploitation. Et vous comprenez très vite le problème, et sachez que dans certains anciens systèmes, ça fonctionnait comme ça. On n'avait pas de mémoire virtuelle, et on avait donc à ce moment-là des plantages, voilà, simplement. Parce que si vous accédez à une zone mémoire qui est déjà utilisée, surtout par le système, eh bien ça plante. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est très simple, et forcément ça pose énormément de problèmes. Donc ici, comme on est beaucoup sur du programme, du système multitâche, on sépare bien les choses, et chaque processus considère qu'il a finalement son propre espace, et a l'impression que son espace virtuel, c'est la mémoire physique, puisqu'il a accès en fait à toute la plage d'adresses. Et une plage d'adresses qui peut être, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus grande. Donc attention, c'est quelque chose de fictif, c'est quelque chose de virtuel, mais c'est un procédé qui fonctionne très bien et qui est bien sûr encore utilisé aujourd'hui, et qui sera encore utilisé pendant très longtemps. Ok, j'espère que vous avez suivi jusque-là, que c'est pas trop compliqué. Alors on va commencer à zoomer un petit peu, parce qu'il y a plein d'éléments à voir aussi. La mémoire virtuelle, on va zoomer et regarder un peu comment ça se présente dans le détail. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est un ensemble d'adresses. Là j'ai repris l'exemple du 32 bits parce que ça ferait beaucoup plus long au niveau des schémas si je vous montrais sur du 64 bits. Surtout qu'ici je vous ai dit que finalement c'est du 48 bits et vous allez voir que c'était pas toujours le cas. Puisque pour 64 bits, il faut comprendre aussi que c'est basé sur les limitations de votre système d'exploitation. Par exemple, si vous êtes sur Windows, avant Windows 8.1, il n'y avait que 8 Tera qui étaient en fait utilisables au niveau de l'espace virtuel. C'est qu'à partir de Windows 8.1, et je ne sais plus quelle version de Windows Server, parce que vous savez que Windows fait aussi la version serveur,
qu'ils ont étendu ça à, alors que je dis pas d'ici, c'est 158, c'est ça, 158 TB-octets. 178, mais en tout cas, bon, on n'est pas vraiment, vous voyez, encore une fois, même aux 256 qui sont prévus ici, parce qu'il va y avoir des parties qui peuvent être utilisées aussi par d'autres. En fait, d'autres informations sont utiles, notamment pour tout ce qui est droit d'accès, tout ça. Donc c'est aussi simplement parce que l'OS estime que de toute façon, à l'heure actuelle, encore une fois, on n'a pas besoin de rendre utilisable autant, si vous voulez, d'adresses virtuelles, parce que c'est déjà énorme, d'accord? Déjà que 8 TB-octets, c'était déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on peut très vite se rendre compte que avec les programmes qu'on a aujourd'hui, hein, les jeux vidéo, etc., on a des programmes de calcul qui sont assez complexes, qui sont extrêmement grands, ça peut commencer à devenir limitant. Donc quand on étend ça à plusieurs centaines de TB-octets, forcément on comprend que c'est un peu plus, on va dire, logique. Voilà. Alors on va revenir là-dessus pour notre schéma. Donc là, prenons un exemple donc, de l'architecture 32 bits, d'accord, 4 Go. On va commencer de l'adresse 0 et finir à cette adresse là, clairement. Alors je veux dire, on n'aura pas forcément donc à chaque fois besoin d'adresser tout cet espace, de remplir complètement sa mémoire virtuelle, parce qu'il faut déjà les remplir, les 4 GB-octets. Mais voyons un petit peu comment que ça se passe. Alors pourquoi j'ai remis ce schéma? Ah oui. Donc ici au niveau de notre processus, d'accord, par exemple, prenons celui-là. Voilà ce qu'on va avoir. Alors attention, c'est un schéma, hein, le processus, il n'a pas des variables ici, il n'a pas du code source, hein, c'est déjà un programme, notamment ici compilé, qu'on a ensuite exécuté, qui a été chargé par ce qu'on appelle le chargeur, et ça devient donc, cela crée un processus, etc. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre, reprendre en fait notre petite instruction de tout à l'heure. Donc ici, le 145 qui est en valeur décimale va être enregistré en binaire. Il prend, hein, peut-être qu'il est configuré par rapport notamment au modèle de données sur 4 octets, en petit boutisme, mais ça, bon, je vous l'explique pas en détail, c'est par rapport en fait à l'ordre où on stocke les octets hein, au niveau des adresses de la mémoire. Et voilà. Donc là, on est sur une valeur, donc oui c'est ça, hein, une valeur ici sur 4 octets, donc en 32 bits, on travaille notamment sur on commence à partir d'une adresse pardon, qui est un multiple de 4, donc ça vous n'avez pas besoin de le savoir, mais je vous donne le petit détail, et on enregistre l'information, tout simplement. Donc vous voyez, on ne va jamais directement enregistrer ça en mémoire physique. C'est dans la plage d'adresse qui est disponible pour ce processus, il enregistre l'information, elle est ici, et ensuite on aura bien sûr toute une liaison qui sera faite avec la mémoire physique. Donc ça, c'est évidemment ce qui va nous intéresser, encore une fois. Qu'est-ce qui permet cette liaison, d'accord, entre la mémoire virtuelle, pardon, et la mémoire physique? Cette liaison va être faite par l'unité de gestion mémoire, ou qu'on appelle MMU. Donc c'est le Memory Management Unit. On emploie très souvent, vous le savez, en architecture, des termes en anglais. On n'a pas toujours d'ailleurs des termes traduits en français, parce qu'en français ça ferait le UGM. Donc on le dit pas forcément beaucoup. On dit généralement même MMU en français, on s'en met pas trop, mais au moins tout le monde comprend. Donc cette unité de gestion mémoire, elle est intégrée au microprocesseur. D'accord, c'est-à-dire qu'à une époque où c'était carrément un composant, un circuit à part, maintenant elle est intégrée dans votre processeur. Quand vous avez votre processeur, hein, parce que ça qu'on a tendance à dire processeur, mais on devrait dire microprocesseur, puisque tout est finalement dans une seule puce et plus séparé comme à l'époque. Mais en fait, vous avez, voilà, tout est inclus dedans, et notamment cette unité-là. Elle va permettre la protection de la mémoire, on va en parler bien sûr un peu dans le détail, et de faire la traduction, hein, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à tout ce que je vous ai montré avant ici, la traduction finalement des adresses, c'est-à-dire les adresses virtuelles, donc les adresses dites logiques, d'accord, en adresses physiques. Et des fois même dans certains cas, il peut y avoir des intermédiaires avec des adresses linéaires, mais on passera pas trop de temps dessus parce que c'est quelque chose qui n'est plus utilisé de nos jours. Deux mécanismes de traduction vont être mis en place, entre autres, hein, il n'y a pas que cela, mais ce sont les principaux et ce sont ceux dont on parle le plus, la segmentation et la pagination. La segmentation, on va passer assez rapidement parce que ce n'est plus utilisé aujourd'hui sur vos processeurs, d'accord? Mais il faut comprendre en fait qu'on a un découpage qui est fait en fait en segments. C'est-à-dire que votre mémoire, donc la mémoire virtuelle que vous avez, est découpée en segments. On va avoir notamment le sélecteur, qui est en fait le numéro du segment, et on va avoir le décalage, le déplacement, alors il y a plusieurs termes à employer, ou même la limite, qu'on va appeler l'offset. Donc ça aussi c'est un peu le problème, c'est qu'il y a énormément de termes pour parler de la même chose, donc je vous en donne un maximum, comme ça vous ne serez pas perdu si un jour vous voyez, bah tiens, limite, pourquoi pas offset, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Donc on parle bien de la même chose, d'accord? C'est un couple en fait de valeurs, le numéro et le décalage. Par exemple, je vous indiquais, alors ça je crois qu'on avait déjà dit, oui, c'est ça, dans une architecture x86, la mémoire virtuelle est scindée en deux, non, je ne l'ai pas dit mais c'est important, voilà, en 2 puissance 16 segments de 2 puissance 32 bits. On a donc des adresses de 48 bits par rapport à ça. Alors, ce qui est important, très rapidement à voir, encore une fois on passera vite parce que ce n'est plus utilisé aujourd'hui sur nos systèmes, vous allez vite comprendre pourquoi. On a donc l'adresse logique qui est service par le CPU, d'accord, donc c'est le CPU qui communique bien sûr avec le processus, hein, qui fournit, c'est lui qui fournit hein, les zones mémoire, tout ça. Une adresse logique arrive, ok. Cette adresse logique a un couple, hein, donc je vous l'ai dit, le segment
donc le sélecteur et le décalage, ok. Et ici, on va chercher dans une table de descripteurs. Donc c'est la table, notamment avant c'était même la table des segments, et bien sûr ça a évolué, il y a plusieurs versions en fait de table de descripteurs. Je ne voulais pas encore une fois trop vous le détailler, puisque c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus maintenant. Mais en gros, on va en fait chercher ici au niveau du sélecteur, dans la table de descripteurs, la valeur que nous cherchons. D'accord, on va chercher notamment pour ici donc la base, la limite, on va avoir besoin de certaines informations. À partir de là, par rapport au décalage, on va effectuer une comparaison, un test. Donc ça c'est une protection, c'est une sécurité, pour voir en fait si on est bien... Je vais y arriver. Pardon. Si nous sommes bien dans les limites du segment. À partir de là, si c'est bien le cas, d'ailleurs ça que je ne l'ai pas ajouté, j'aurais pu le mettre, mais bon, peu importe. Si nous ne sommes pas dans les limites du segment, donc nous sommes hors segment, une erreur est déclenchée, donc on aura carrément en fait une interruption matérielle. Donc considérez que c'est qu'en fait on essaie d'accéder à une zone hors segment. Donc là c'est une erreur, d'accord, c'est juste pas possible, et c'est ça qui protège justement l'accès à la mémoire. C'est que c'est juste pas possible. Sinon, si on est bien dans le segment, bah pas de problème, on garde ce décalage, on garde bien la base que nous avons ici, on effectue une simple addition avec l'additionneur. Donc oui, c'est pas juste pour schématiser, on a véritablement ici un circuit qui est l'additionneur, tout simple, d'accord, c'est un circuit qui fait une simple addition, enfin, simple addition, c'est quand même une addition, ça reste un calcul quand même à faire, et à partir de là, on a traduit en adresse physique. Et cette adresse physique est mise sur le bus, qui ensuite permet en fait directement de stocker ça en mémoire centrale, donc votre mémoire vive, d'accord, la mémoire physique de l'ordinateur. Donc je voulais schématiser rapidement, même si encore une fois on va plus le retrouver sur nos systèmes actuels, d'accord, c'est ce qu'on avait par exemple sur l'unité de segmentation. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez voir qu'on avait aussi des cas où on pouvait retrouver les deux systèmes, c'est-à-dire que la segmentation et la pagination mélangées. Donc je détaillais bien ici en parlant que là c'est vraiment, si on considérait ça comme unité de segmentation. Donc ça on va plus spécialement le retrouver, vous allez voir après pourquoi. Donc un segment, ça va être un bloc de taille variable, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas à chaque fois toujours avoir la même taille. En fonction de la donnée que vous voulez mémoriser, le segment va prendre plus ou moins d'espace, d'accord. Le segment, il aura aussi un type particulier. On va avoir par exemple un segment qui sera propre à du code, d'accord, les instructions, ou on aura un segment qui sera propre à des données, notamment des variables qui seront par exemple statiques globales, ou même des données qui ne sont pas encore initialisées. Par exemple, si vous utilisez des pointeurs en C, en C++, eh bien on peut retrouver ce genre de choses-là. Donc les blocs ont un type, d'accord, on a vraiment différents types de blocs, et forcément on va avoir des tailles variables de blocs. On va bien sûr pouvoir gérer des droits d'accès, évidemment. Dire est-ce que c'est accessible en lecture et écriture, ni l'un ni l'autre. Voilà, on va pouvoir sécuriser à ce niveau-là. Et c'est là aussi l'intérêt qu'avait ce système de segmentation, pouvoir partager éventuellement certains segments avec d'autres. D'accord, c'est-à-dire qu'avec d'autres processus. Par exemple, imaginons qu'ici mes deux processus, ce sont les mêmes programmes lancés deux fois. D'accord, deux instants d'un programme, alors peu importe la raison. On est d'accord que les données vont être a priori potentiellement différentes. Par contre, le code est le même, d'accord, c'est le même programme, donc le code qui est exécuté est le même. Donc ces programmes vont pouvoir éventuellement, en utilisant la segmentation, avoir leur espace de données, ça pas de problème, ils auront leur segment de données, ok. Par contre, ils vont pouvoir partager le même segment de code, d'accord, le même segment dit même de texte, on parle de segment de texte. Donc à ce moment-là, au niveau de la mémoire, si c'est après enregistré en mémoire physique, ils vont utiliser le même emplacement mémoire pour le code, et non pas en fait avoir chacun le leur, parce que ça sert à rien en fait, on va même ici gaspiller de la mémoire. Donc ils vont pouvoir comme ça se partager certains segments. Donc on a quand même si ici on sépare bien les choses, qu'on isole bien les choses, possibilité de partager certaines ressources. Et c'est là tout l'intérêt, c'est de permettre comme ça, quand on le veut en tout cas, ou quand ça doit être prévu pour, de la communication entre processus. D'accord, il y a des relations qui sont faites comme ça. Voilà comment fonctionnait en tout cas ce principe ici de segmentation. Le problème, c'est que cette segmentation entraîne une fragmentation externe. Donc je l'ai indiqué très clairement. Vous allez par exemple, comme on comprend vite, des segments ici qui font des tailles variables, vont être donc pris en mémoire, on va des fois se retrouver, notamment quand il va y avoir des libérations de certains segments, avec des espaces qui peut-être ne pourront plus jamais être occupés par un autre segment. Parce que trop petits ou parce que simplement il n'y a pas moyen en fait de les caser ici. Donc à terme, on va se retrouver avec plein d'espaces vides et donc du gaspillage de mémoire. Donc ça, ce n'est plus utilisé par nos systèmes actuels, ça a été très vite plus utilisé par les systèmes GNU Linux, Windows aussi après est très vite passé à autre chose, donc comprenez qu'on ne retrouve plus du tout là-dessus. Alors je vais boire un coup, parce que là j'ai un chat dans la gorge, c'est désagréable après pour la vidéo. Hop, on y va. Voilà. Comme on n'utilise plus cette segmentation, alors même vous allez voir quand même reparler encore de segmentation au niveau de nos programmes, mais ça on le verra sur la fin, on va parler plutôt de pagination. Là ça va être beaucoup plus intéressant.
Au lieu de fonctionner par des segments, d'accord, des blocs, des segments au niveau de la mémoire, on va travailler avec un découpage de pages mémoire de taille fixe. Donc là, on ne parle plus de segments qui font des tailles variables en fonction de ce que l'utilisateur veut, parce que je pense que vous avez bien compris que les segments sont surtout propres après aux développeurs, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez faire au niveau de votre programme, on va dire, bon bah telle partie, ok, c'est des données, donc ce sera dans un segment de données, telle partie c'est le code, donc les instructions, donc ce sera dans un segment texte ou code, et telle partie ce sont les données non initialisées, donc ce sera dans un segment, pareil, à part, et il y aura la pile, le TAM, on en parlera un peu après aussi, qui peuvent être des segments aussi à part. Comme ça fait des tailles variables, ça mélange tout et on obtient donc la fameuse fragmentation externe dont je vous parlais. Ici, on s'embête plus avec tout ça. On n'est plus du tout sur une vue du côté en fait de l'utilisateur, mais plus au niveau de la conception même du système de mémoire, d'accord, du gestionnaire de mémoire, où là, on considère arbitrairement que nous avons des pages mémoire de taille fixe. On s'embête pas avec ça. Au niveau de la mémoire virtuelle, on va parler de pages, clairement, ou de pages logiques. C'est-à-dire que vous allez retrouver des fois plusieurs termes, mais je vais essayer de décrire ça au mieux. Du côté mémoire physique, on va parler de cadres ou de pages physiques, d'accord, ou donc de frames, ce sont des frames, donc les cadres et pages. Donc moi je parlerai de cadres pour les pages physiques et de pages tout court pour les pages logiques, donc les pages virtuelles. Cette taille de page elle est définie par votre système ou le processeur. Alors généralement là on est plutôt sur des pages de 4 kibioctets. On peut des fois se retrouver avec beaucoup plus selon les modes en fait qui sont utilisés. On peut avoir des modes étendus, mais je ne vais pas les détailler ici parce que c'est assez compliqué aussi. Il y a beaucoup de choses et ça va beaucoup dépendre de vos systèmes. Et je ne connais pas tous les systèmes d'exploitation qui existent dans le monde, donc je ne pourrais pas vous le détailler pour chacun d'entre eux, même si il y en a quand même des principaux où on connaît à peu près. Mais on est généralement, parce que c'est quelque chose on va dire qui a été souvent utilisé comme standard, donc qui est un peu resté quelque chose d'habituel, travailler sur des pages de 4 kibioctets. Donc vous voyez, c'est assez petit. C'est vrai que quand on parle de kibioctets en 2021, on se dit, ouais, en fait, c'est pas des pages énormes. On se retrouve pas avec des pages de plusieurs téras. Alors attention, on peut avoir des pages de plusieurs gigas, encore une fois, selon certains systèmes. Et il y a même certains systèmes qui vous permettent des fois de régler quand même la taille des pages manuellement. Voilà, on peut le faire dans certains cas. Mais même si vous, après, vous pouvez le configurer pour certains systèmes, ça reste quand même défini après par rapport à la configuration du système ou du processeur. Donc, ce n'est pas vous vraiment en tant que développeur par exemple qui allez dire bah, je veux là générer des pages de telle taille. Ok, c'est au niveau de système que ça se fait. On va avoir bien sûr une correspondance des pages et des cadres. Comprendre que à chaque page logique, d'accord, donc virtuelle que vous avez, telle qu'elle est définie, on va retrouver son équivalent en mémoire physique, d'accord, dans une page physique. Donc vous avez forcément un équivalent, automatiquement. Par contre, et c'est encore une fois aussi l'intérêt de cette mémoire virtuelle, comme je l'ai dit au début, c'est qu'on peut se retrouver avec beaucoup plus de pages logiques, donc beaucoup plus de pages, que de cadres. D'accord ? Parce que je vous ai expliqué qu'on peut avoir une mémoire virtuelle finalement qui est bien plus importante que la mémoire réelle que nous avons. Et après, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on a compris que finalement on n'était pas obligé d'utiliser tout le temps et constamment toute la mémoire en fait, par exemple, d'un processus. C'est qu'en fonction de ce qu'on est en train d'exécuter, il y a certaines parties de l'information qui peuvent nous servir. Dans ce cas-là, il faut qu'elles soient en mémoire physique, parce qu'on s'en sert à ce moment-là. Et on a d'autres, finalement, elles peuvent attendre. Donc on peut les mettre sur le disque, en attente, parce qu'elles sont sont pas spécialement très sollicitées. Et si vraiment on en a besoin, on les appellera à ce moment-là, on les chargera en mémoire physique. Décidément, je vais jamais arriver dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc on a une correspondance comme ça, et on va se retrouver généralement avec plus de pages que de cadres. D'accord ? Et il y aura un système de swapping qui sera fait, donc encore une fois ce que je vous ai dit avec la mémoire de masse, on mettra les choses qu'on utilise le moins ou qu'on sollicite le moins sur une mémoire de masse, comme votre disque dur, et après on chargera éventuellement ça en mémoire physique dès qu'on en a besoin, dès que le processus en a besoin pour fonctionner. Ici on travaille un peu pareil avec un couple, donc non pas un numéro de segment mais un numéro de page et un décalage. On retrouve un peu le même système. Donc j'ai repris après le même schéma, vous allez voir. Donc là j'ai miniaturisé un peu, considéré par exemple le multiprocesseur ici. Le CPU, donc qui envoie l'adresse logique, c'est ce que je vous ai dit, c'est lui qui communique après avec le processus, va le fournir à la MMU, d'accord, l'unité de gestion de mémoire. On va parler ici de système de cache par la suite, et va permettre de fournir notre adresse physique. Donc si je grossis, si on zoome un petit peu là-dessus, en reprenant un peu comme on a fait tout à l'heure avec l'unité de segmentation, mais cette fois-ci comme unité de pagination, on se retrouve avec ça. On a notre adresse logique avec notre numéro de page, le décalage, ça c'est pas nouveau, et ici on va passer par un système de cache. Donc le système de cache je ne l'ai pas détaillé, parce que franchement aucun intérêt pour vous expliquer ici la mémoire virtuelle. J'aurais même pu d'ailleurs limite pas forcément vous détailler la segmentation de la pagination pour la mémoire virtuelle, puisqu'après tout c'est le système qui s'en charge, pas spécialement vous. Et ici, deux cas possibles. Soit la page ici retrouve l'information au niveau du cache.
Mais dans ce cas-là, on gagne du temps. Vous savez à quoi sert un système de cache, je pense. Si ce n'est pas le cas, je vous l'explique rapidement. On enregistre des informations qui ont pu être utilisées récemment ou utilisées plus, on va dire, couramment. Et ça nous évite, par exemple, de toujours faire de la recherche à nouveau, de recharger des données si on avait déjà enregistré ces dernières quelque part. Donc on utilise pour cela un système de cache. Si on retrouve l'information, pas de problème, on l'a. On obtient donc ici notre cadre, d'accord. On a ici donc la correspondance en fait avec notre page physique, le décalage, et on peut automatiquement retrouver ça en mémoire physique, d'accord. Donc là, pas de problème. Sinon, si on voit qu'on ne l'a pas dans le cache, bon bah pas grave, on va passer par une table des pages et on va retrouver ici l'information que l'on veut. Donc la correspondance, on va dire ok, à cette page ici et ce décalage correspond ce cadre. Et dans ce cas-là, nous l'avons, on garde le décalage parce qu'il va nous servir, et on va pouvoir, la MMU va pouvoir traduire tout ça pour obtenir l'adresse physique. Alors ici, j'ai indiqué rapidement en remarque qu'on peut aussi avoir sur d'autres systèmes, parce qu'on ne travaille plus forcément qu'avec une seule table des pages, on peut avoir une table de pages aussi par processus, et on peut aussi carrément maintenant avoir des sous-espaces adressables. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs sous-espaces, d'accord, et on va avoir ensuite une grande table de pages, un grand index, un peu comme on peut faire pour ceux qui font du web parmi vous avec les, vous savez, les sitemaps. Quand on fait un mapping des différents liens sur un site web, on peut avoir plusieurs fichiers sitemap, et on peut aussi avoir un index des fichiers sitemap. Et chaque fichier sitemap contient plusieurs URL et on peut comme ça organiser ça. Bah là c'est un peu pareil. On se retrouve avec un index des tables de pages, et ensuite l'index permet de trouver la bonne table de page où nous voulons aller. On se rend ensuite sur la bonne table de page, et après on fait cette fameuse conversion, cette fameuse recherche pour avoir en fait la valeur ici du cadre, automatiquement. Donc pareil, je n'ai pas détaillé ce système-là parce qu'il y a plein de manières différentes de faire. Ça fait aussi après appel à pas mal d'algorithmes différents, même pour la segmentation, tout ça. On a plein d'algorithmes mis en place, pour le système de cache aussi, mais ce n'était pas du tout le sujet de la vidéo. Comprendre que dans tous les cas, que nous passions par la segmentation de la pagination, c'est pour partir d'une adresse logique et traduire tout ça en adresse physique. Voilà comment ça fonctionne. Alors une page, c'est aussi, parce que c'est vrai que par la suite on a abandonné la segmentation, on est passé à la page, mais au départ, par exemple, on pouvait même utiliser conjointement les deux parce que la page n'était pas forcément faite pour avoir un accès en fait sécurisé, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de sécurité. Rassurez-vous, bien sûr, aujourd'hui, les pages possèdent des systèmes de protection, d'accord. Elles ont aussi un système de droit d'accès qui fonctionne, donc des clés de protection, comme je l'ai écrit, et on n'aura pas de fragmentation externe. Encore une fois, parce que ces différentes pages vont faire la même taille. Donc pas de problème de se retrouver avec des trous en plein milieu. Par contre, nous avons de la fragmentation interne. Alors ça, bon, j'ai mis un petit emoji pour montrer que c'est embêtant, parce qu'on corrige un problème pour en amener un autre. Mais à ce jour, on n'a pas forcément trouvé, même si c'est bien sûr en train d'être testé, il y a plein de systèmes qui sont mis en place, ou plein de mélanges de procédés qui sont mis en place, mais on va dire qu'on se contente de ça parce que c'est ce qu'il y a de moins pire. Voilà. C'est moins pire en tout cas que d'avoir de la fragmentation externe. On ne peut pas toujours en fait tout éviter. Donc ici on peut par exemple avoir des pages qui vont être enregistrées dans pas mal de cas, donc à la suite, et on peut des fois se retrouver en fait avec des espaces quand même perdus, mais pas non plus des trous en plein milieu, donc la fragmentation est externe. Pardon. Donc on parle ici de fragmentation interne. Donc ça concerne quand même des cas un peu particuliers. Et pourquoi c'est un problème? Parce qu'encore une fois, nous travaillons avec des pages fixes. C'est-à-dire que, prenons l'exemple ici de nos pages, alors, je parlais de 4 kibioctets, mais comme je vous ai dit, maintenant avec des modes étendus, on peut avoir des pages même de quelques mébioctets ou même gibioctets. Forcément, vous n'avez pas toujours besoin d'autant d'espace. Donc si vous avez une donnée, par exemple, qui est plus petite que la taille d'une page, et qu'ensuite vous avez une autre donnée qui ne peut pas être complétée sur la page, il va falloir prévoir une autre page. Donc, ce qui fait que sur la première page, il y a une partie en fait qui n'est pas utilisée. Donc vous comprenez, on se retrouve comme ça à l'intérieur de certaines pages, des fois, avec des espaces qui ne sont pas utilisés. Parce que ça ne passe pas, il faut qu'on réserve une autre page. C'est un peu comme un système, par exemple, où vous utilisez des buffers. Vous utilisez par exemple des buffers de, je sais pas moi, de 100, de capacité 100, je ne donne même pas d'unité, d'accord. Et à un moment donné, vous avez des données qui transitent, qui font de taille 80. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, première donnée de 80, vous allez mettre dans un buffer qui fait 100. Pas de problème. Maintenant, il y a une autre donnée de 80 qui arrive. Est-ce que vous pouvez la mettre dans le premier buffer? Non, puisqu'il ne reste que 20 d'espace, et vous devez mettre tout ensemble. Donc vous êtes obligé de prendre un nouveau buffer de 100. Et du coup, dans le premier buffer, vous avez 20 qui est perdu de capacité, et dans le deuxième, vous avez à nouveau 20 qui est perdu. Donc je pense que vous comprenez un peu le principe. Donc là, c'est un peu ce système-là, et c'est ça, en fait, dont on parle, qui est de la fragmentation interne. Donc cette mémoire virtuelle, maintenant qu'on a un peu plus d'informations, que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, forcément, voilà, on a ce système et maintenant je peux compléter où cette mémoire virtuelle, ce qui fait la traduction, c'est la MMU. Voilà, c'était ce petit élément qui nous manquait où
ne savez pas trop comment faire cette liaison. Et je voulais revenir, je vous l'avais dit en début de vidéo, sur le processus. C'est-à-dire qu'on parle de processus. Très bien, donc je vous expliquais rapidement, c'est chargé, en fait, notre programme est chargé en mémoire, on crée un processus, mais au niveau du développeur, cette fois-ci, on a quand même gardé certaines choses, notamment au niveau de la segmentation, d'accord, au niveau des termes. On va parler notamment de segments, c'est-à-dire qu'ici, au niveau de notre programme, le chargeur le charge, hein, c'est le cas de le dire, il fait pas mal d'autres choses, mais c'est pas le sujet de la vidéo, et vous allez obtenir un certain nombre de sections. Ça va permettre pour le développeur, notamment, si vous faites de la programmation en langage d'assembleur, de pouvoir mieux répartir certaines choses, et notamment quand vous allez faire de l'édition de liens, votre lieur va pouvoir par exemple rassembler les segments ou les sections en fait qui sont du même type. Par exemple dire toutes les sections qui sont du code, on les met ensemble, toutes les sections qui sont des données ensemble, etc. et traiter ça. Alors ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire que vous pourriez par exemple écrire un programme en langage d'assembleur sans indiquer de section, par exemple texte, data, BSS comme j'indique ici, mais bien sûr par habitude on le fait, c'est aussi encore une fois pour le côté historique un peu de la segmentation, et parce que ça peut faciliter, ça peut apporter des fonctionnalités supplémentaires au niveau ensuite de nos éditeurs de liens, de nos compilateurs, qui eux utilisent ça. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir ensuite utiliser des formats d'exécutables qui en fait contiennent des sections, différentes sections. On va en retrouver principalement 3 qui vont nous intéresser, ce ne sont pas toutes là, mais on en a 3. Alors je vais employer le terme section, principalement moi très souvent, pour éviter de confondre segments, parce que souvent quand on parle de segments, on pense à la segmentation sur le système de mémoire, d'accord, la gestion de la mémoire, et on n'est pas du tout dans le même cas, d'accord, c'est pas du tout la même chose. Donc ici je parlerai surtout de section, même si on va malheureusement des fois retrouver ce terme là aussi. Le texte, c'est tout simplement, alors c'est vrai que je ne dois pas le détailler, parce que j'ai prévu pour le détailler un peu plus tard. Donc on retrouve le texte, d'accord, on retrouve les données, donc data, BSS, on va en parler, et deux parties mémoire, notamment la pile et le tas. Et je vais détailler un peu tout ça. Donc si on segmente un peu tout ça, si on remontre un petit peu en quoi ça consiste, voici donc un processus avec son espace qui est segmenté, donc on retrouve les différentes adresses, ça n'a pas de problème. Vous allez évidemment avoir d'autres zones ici, mais je ne les ai pas étayées, ça peut être de l'espace réservé, une partie aussi pour les données du noyau, parce qu'on peut réutiliser certaines données du noyau en fonction, mais ça ne nous intéresse pas ici. On va retrouver texte là, donc ça c'est au niveau de l'ordre des adresses, elles ne sont pas mises dans le désordre, d'accord. On va avoir les données ici, BSS qui fait partie des données aussi qui sera là, et on aura le tas, la pile, et éventuellement entre les deux dans cet espace là qui est finalement alloué, c'est un espace libre, on va retrouver les bibliothèques dynamiques. Donc on va en parler rapidement un petit peu de ces différents espaces. Au niveau de la section texte, c'est tout simplement l'espace pour votre code. C'est-à-dire quand vous écrivez par exemple, on va parler du langage d'assembleur parce que c'est celui qui parle le plus, c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo d'architecture, parce qu'elle va vous servir dans le cours en langage d'assembleur pour comprendre un petit peu ces différentes sections. Quand vous écrivez vos instructions, d'accord, vos instructions en langage d'assembleur, vous écrivez en fait du code. Ces instructions vont être mises en fait dans cette section. Ce sera cette section-là concernée. Ce sera donc en taille fixe et en lecture seule. C'est-à-dire que une fois que vous avez votre code, si vous le compilez, donc vous produisez en fait votre programme, quand il va être chargé, ce code ne change pas. D'accord, le code, il va pas d'un seul coup rajouter des choses au code. C'est vous qui l'avez écrit, il est tel quel, c'est quelque chose de fixe et on veut simplement le lire. On va vouloir l'analyser pour pouvoir traiter ensuite et exécuter l'ensemble en fait des instructions. On n'a pas besoin d'écrire dedans. Donc c'est cette partie-là, c'est cette section-là. On va retrouver ensuite les sections de données. On en a deux, data, BSS, d'accord. Alors on va avoir ici les variables globales et les variables statiques, d'accord. C'est également à taille fixe, même si on peut avoir la possibilité d'écrire. Alors c'est par rapport au mode tel qu'il faut l'utiliser ici, mais généralement on va faire que lire, c'est-à-dire qu'une fois que les données sont écrites, d'accord, les variables, on va évidemment pas pouvoir d'un seul coup les changer, d'accord. On écrit les choses telles qu'elles sont. Les données qui sont initialisées seront enregistrées dans la section data, et les données qui ne le sont pas, d'accord, seront enregistrées dans la section BSS. Donc ça, notamment, ça va être par exemple tout ce qui est pointeur, etc. Vous avez travaillé souvent ça, et d'ailleurs, si vous avez suivi mes vidéos sur le langage d'assembleur, on en a déjà fait un peu. On a retrouvé ces différentes sections, mais je vous avais dit qu'on viendrait un peu dans le détail dessus, pour expliquer ce qu'elles sont réellement, parce que je vous avais donné les noms, mais pas forcément dit ce qu'on retrouvait dedans. Maintenant, vous le savez. Vous savez un peu en quoi ça consiste. Et enfin, on retrouve les deux autres cas. La pile va permettre d'accueillir les variables locales, d'accord, et les contextes de fonction. C'est-à-dire quand vous faites un appel à une fonction, elle a besoin d'arguments, d'accord, pour justement être appelée. Elle va avoir des variables à elle aussi, donc ces variables locales à elle. Ces informations-là seront enregistrées dans la pile. Comprenez donc qu'elle est de taille variable. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai indiqué avec une flèche ici qu'elles vont donc ici au fur et à mesure de ce qu'on va enregistrer dans la pile, ça va s'agrandir, et ça va donc s'agrandir vers les adresses basses ici, et on va donc se rapprocher, d'accord, du tas. Par contre, c'est limité. Ne voyez pas la pile comme un emplacement qui est extrêmement grand, où on peut y mettre autant d'informations qu'on veut. Donc on fait attention à la pile, c'est assez limité quand même. On ne peut pas non plus avoir 15 milliards de choses dedans. A l'inverse, le tas
à part une limite, on va dire matérielle, d'accord, vous n'avez pas vraiment de limite au niveau du tas, d'accord. La taille est assez variable à ce niveau-là. La limite, c'est simplement une limite matérielle. Donc, on considère généralement qu'il n'a pas de limite, puisque vu les tailles qu'on a maintenant au niveau de de nos configurations d'ordinateur, on n'est pas trop embêté avec ça. Ça va concerner toutes vos allocations dynamiques. Voilà, quand vous faites par exemple un malloc, un free en C, quand vous faites tout ce qui est pointeur, etc., que vous libérez même de la mémoire, parce que c'est ça qui est important, le tas va changer. Voilà, il peut s'agrandir, il peut se rétrécir. Là, vous voyez la pile, bon, évidemment, il va y avoir quand on va faire certaines exécutions, on va retirer des éléments de la pile, il va y avoir en fait des éléments qui vont être lus depuis le haut de la pile, mais le tas, on comprend surtout et davantage quand on va voir comme ça le tas qui va vraiment changer. Et plus il est rempli, et plus il se rapproche bien sûr de la pile aussi. Voilà un peu comment ça se passe. Et je pense que c'est tout. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là par rapport à tous ces éléments. Alors ce que je voulais que vous compreniez en fait là-dessus, parce que c'est ce qui va vous servir. Bon, j'essaye toujours de limiter, vous savez, mes vidéos d'architecture par rapport à des choses qui vont pouvoir vous servir pour d'autres formations de la chaîne. C'est-à-dire que l'architecture, encore une fois, c'est tellement vaste qu'on pourrait revenir à comment ça fonctionnait, les différentes unités, différents composants, il y a plusieurs années, à l'époque, tout ça. Moi, je passerai là-dessus, sur, on va dire, les vidéos en tout cas de la chaîne, pour me contenter au maximum en tout cas d'éléments et de détails qui vont vous servir pour d'autres formations. Des fois j'apporte des détails comme par exemple la segmentation, je vous en ai parlé, ça va pas spécialement énormément vous servir puisque c'est surtout la pagination qu'utilisent nos systèmes actuels et puis la segmentation. Au moins vous savez qu'il y avait quand même ce système là qui était disponible. Donc maintenant vous savez comment fonctionne cette mémoire virtuelle, vous savez a priori que quand maintenant vous écrivez une variable, que vous déclarez une variable dans un programme, vous n'êtes pas en train d'enregistrer cette information dans la mémoire vive directement. Alors évidemment, de manière indirecte, c'est fait à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que ça va être fait tout de suite. Vous avez bien compris qu'avec les pages, avec les pages ou les segments, si l'information n'est pas utilisée ou sollicitée tout de suite, elle sera mise en swap, donc mise par exemple sur le disque, et terminée. Donc ça va jouer sur beaucoup de choses. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, ce sont des vidéos, vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup d'éléments. Je peux comprendre que, bon, forcément pour moi ça me paraît évident, parce que c'est des choses que je connais depuis un moment, donc c'est pas tout nouveau non plus. Et puis on en apprend tout le temps, parce que même moi continuellement, forcément je me renseigne, je me mets à niveau, parce que nos systèmes évoluent, c'est-à-dire qu'ils sont pas figés. Demain il y aura encore de nouvelles choses qui seront mises au point, qui vont être inventées, qui vont être changées. Nos architectures, comprenez, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit, mais le 64 bits, encore une fois, je vous l'avais dit, le niveau de cette architecture, elles sont prévues pour avoir un espace adressable disponible, en tout cas de 48 bits maximum, théorique, c'est ce qu'on a actuellement. Pourquoi en fait ils ont déjà en fait parlé d'adressage complet, c'est-à-dire 64 bits? Parce que le jour où on verra vraiment que ça suffit plus, eh bien les constructeurs vont pouvoir continuer donc de rajouter les autres transistors et tout ce qu'il faut, d'accord, les semi-conducteurs, donc rajouter tous les éléments nécessaires en plus, pour pouvoir étendre l'adressage et finir par la suite avec un adressage de 64 bits. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas en fait besoin de réinventer quelque chose et vos systèmes seront déjà, vos architectures sont déjà compatibles. Parce que les processeurs que vous avez ont déjà été construits de telle façon. Donc il suffira juste de rajouter en fait, de mettre à jour tout ça, d'étendre, et tout sera compatible, on ne va pas casser la compatibilité, il ne va pas falloir réinventer complètement un tout nouveau système, un tout nouveau circuit. Donc c'est là tout l'intérêt. Mais comme ils voulaient évidemment économiser en se disant que ça sert à rien de sortir, enfin, imaginez en fait, c'est comme si par exemple vous vendiez, je prends un élément plus parlant pour pas vous perdre, vous sortiez aujourd'hui, voilà, un constructeur sort un disque de, je sais pas moi, de 1 million de téraoctets. Un disque dur à 1 million de téraoctets. Ça sert à rien, on pourrait se dire mais c'est génial, il y a plein d'espace, on peut enregistrer plein de trucs. Mais qui va remplir, même dans une vie, dans une seule vie ou dans plusieurs vies, qui va remplir 1 million de téraoctets de données, d'accord? Internet, je crois que ça fait 1 zétaoctet, je crois, à peu près, de ce qu'on a compté. Ce sont des estimations, bien sûr, hein, on n'a pas vraiment de chiffres, malheureusement, qui seraient assez exacts, mais il y a des estimations qui parlent que, voilà, toutes les données d'Internet, ça prendrait environ 1 zétaoctet. Alors c'est énorme, mais ça veut dire quand même qu'on pourrait, il y a une époque, avec par exemple même des architectures 64 bits, pardon, pas 64 Go, vous pouviez enregistrer tout Internet. Alors évidemment c'est plus le cas aujourd'hui, parce que Internet ça a bien évolué. Mais voilà, un constructeur aujourd'hui qui dirait je sors un disque dur, je commercialise un disque dur qui fait 1 million de téraoctets, le changement ce serait du gaspillage, d'accord, au niveau de la conception, au niveau des coûts, parce qu'on sait qu'en pratique, jamais vous n'allez utiliser ne serait-ce que 10% de cette mémoire. Donc pourquoi sortir des trucs astronomiques alors que 10% à peine, voire beaucoup moins seront utilisés, et on va donc construire, dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne sera jamais utilisé. Au niveau des processeurs, c'est pareil. On a vu que l'architecture 32 bits c'était trop limitant aujourd'hui pour les valeurs qu'on manipule en informatique. On a largement dépassé les valeurs qu'on a au niveau de l'adressage 32 bits.
Et en passant en 64 bits, donc juste en doublant finalement ce nombre de bits, on se rend compte qu'on obtient des valeurs qui sont extrêmement grandes. Donc, comme on comprend qu'actuellement on n'aura pas besoin de 2 puissance 64 de valeurs d'adressage, on s'est contenté des valeurs plus limitantes. Je dis, on en était même sur du 8 tébioctets sur certains systèmes, et maintenant on est sur du 178, 158, à chaque fois je les ai dit, mais je crois que c'est 178 tébioctets, donc on n'est même pas sur les 256 tébioctets théoriques, parce qu'on voit déjà que même avec ça, on a largement de quoi faire au niveau de ces espaces, et je pense que d'ici là, on aura même peut-être d'autres systèmes pour éviter système de swapping, des capacités qui changeront, parce que le but, bien sûr, tout ce qui est mémoire, c'est d'avoir les accès les plus rapides possibles. Les disques, ça dépanne bien, c'est bien pratique pour des systèmes de swap, comme vous avez sur Windows, sur Linux, partout, mais si on pouvait tout avoir en mémoire physique, en mémoire donc beaucoup plus rapide, voire même les registres, mais on en parlera dans une autre vidéo, forcément, ce serait beaucoup plus pratique pour tout le monde. Voilà, s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué, j'ai parlé énormément, j'ai dit beaucoup de choses, peut-être même très vite pour certains, donc si vous avez le moindre doute sur quelque chose, que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à les poser justement en commentaire pour que je puisse y répondre et que ça puisse aussi servir à d'autres personnes parmi vous. A bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne, ciao tout le monde.